Eh bien, bonjour. Je suis très heureuse de vous avoir ce soir pour notre première soirée de passerelle. C'est la première fois qu'on tente une expérience hybride avec uniquement quelques personnes autour de nous, essentiellement notre comité de pilotage qui a organisé ça. Et cette première soirée de passerelle de l'année va être aussi filmée. Vous pourrez la revoir après cela. Et nous avons le grand plaisir de recevoir Gaël Giraud. Gaël est quelqu'un de tout à fait merveilleux, qui a un passé universitaire extraordinaire, mais il n'a pas envie que j'en parle. Je vais donc rester extrêmement sobre, me contenter de dire qu'il est directeur de recherche au CNRS, c'est donc un économiste spécialiste en mathématiques appliquées à l'économie. C'est aussi un prêtre jésuite. Il est donc effectivement directeur de recherche au CNRS. Il a été chef économiste à l'Agence française de développement jusqu'en 2019 et il vient d'être nommé à Georgetown pour créer et diriger un département de justice environnementale. Voilà. Donc c'est ce sont quelques-unes des caractéristiques de Gaël. Je n'en dirai pas plus et je lui laisse la parole avec grand honneur. Merci Ariane. Voilà, je pense que tout le monde me voit. Donc, merci pour l'invitation et j'espère que le caractère hybride de l'expérience sera fécond pour tout le monde, à la fois pour ceux qui sont derrière leur écran et pour celles et ceux qui ont la chance d'être ici et que je salue au passage. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un peu une relecture un peu de ce qui s'est passé dans la deuxième moitié du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, avec, disons, les lentilles d'un économiste qui s'intéresse aux questions politiques et qui perçoit que tout ceci a quelque chose à voir avec notre rapport aux écosystèmes naturels, à l'énergie, à la biomasse, etc. Et de sorte que, on pourrait dire d'une certaine manière, la crise écologique, de mon point de vue, est intimement liée à la question financière et à la question économique. Et les trois vont ensemble. Alors, il me semble qu'on peut tout faire démarrer autour de 1945, après la Seconde Guerre mondiale, parce que si vous regardez les courbes de consommation d'énergie, donc de dissipation d'énergie, pour être plus précis, d'extraction de minerais, par exemple, les choses sérieuses commencent toutes en 1945, avec, disons, le déploiement de la consommation de masse, à la fois aux États-Unis, en Europe, et puis très vite au Japon. Et, disons, la mise en place très vite d'un circuit macroéconomique au niveau mondial qui est extrêmement favorable à l'Occident, essentiellement aux États-Unis et Europe à l'époque, et qui est le suivant. Le seul grand pays qui a un surplus industriel à l'époque, donc qui produit beaucoup, ce sont les États-Unis. Alors, à vrai dire, il y en a un deuxième, mais c'est la Suisse, mais bon, la Suisse ne compte quasiment pas au niveau mondial, même si elle peut être très chère au cœur de certains d'entre nous. Donc c'est les États-Unis. Le grand problème des États-Unis, c'est qu'ils ont déployé une industrie colossale pour mener à bien la Seconde Guerre mondiale, qu'ils essaient de la reconvertir en industrie civile et qu'ils ont besoin d'une demande de consommateurs pour absorber leur production et garantir à l'époque le plein emploi dans l'économie américaine. Ces consommateurs, ils ne les trouvent pas aux États-Unis parce qu'il n'y a pas assez de ménages et puis ils n'ont pas envie à ce moment-là d'augmenter trop les salaires américains pour que les ouvriers américains puissent se payer ce qu'ils produisent, même si en gros c'est ça le contrat de ce qu'on appelle le Fordisme. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en place le plan Marshall. Le plan Marshall consiste au départ à prêter aux Européens, mais très vite en fait à leur donner de l'argent, pour que les Européens puissent en faire quoi? Consommer les produits américains. Donc ils n'ont pas assez de demande pour absorber leur surplus industriel, ils la créent eux-mêmes, très intelligemment, en donnant de l'argent ou en le prêtant, au moins au début, aux Européens. Et les Européens font ça avec délice, donc nos parents, nos grands-parents découvrent les joies de la consommation de masse, le réfrigérateur, la télévision, tout ça arrive, par exemple en France, après la Seconde Guerre mondiale, majoritairement. L'électricité est arrivée avant, jusque dans la Creuse, dans les années 20, mais le réfrigérateur et la télé, qui sont quand même deux, et la machine à laver, sont quand même trois symboles forts de la consommation de masse, arrivent après la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, ce circuit est très favorable aux États-Unis. Pourquoi? Parce que donc ils produisent, ils ont le plein emploi, tout le monde a du boulot. Le surplus industriel est en partie consommé par les Américains et en partie par les Européens. Et donc l'argent qu'ils nous ont prêté ou donné revient aux États-Unis parce qu'on achète leurs produits, donc leur argent leur revient. Donc c'est un don qui n'est pas un énorme sacrifice.
c'est très très bénéfique pour eux. C'est de l'argent qu'ils donnent et qui leur revient. Voilà. Ce mécanisme-là s'est grippé dans les années 70 pour des tas de raisons, dans le détail desquelles on peut rentrer, mais en gros, ce qui y met fin, c'est la décision, entre autres unilatérale, de Richard Nixon, président des États-Unis, le 15 août 1971, de mettre fin aux accords de Bretton Woods, et donc de mettre fin à notamment la grande décision qui a été prise en 1945, de geler les taux de change entre les devises. Donc le taux de change dollar-franc à l'époque est fixé une bonne fois pour toutes, révisable à l'issue d'une négociation politique, mais il est fixé. Et ce qui embête un peu les États-Unis, c'est que à l'époque la monnaie est gagée sur l'or, et que donc s'il y a des gros transferts de dollars, par exemple en Europe, il faut que l'or suive. Et ça fait qu'ils sont très dépendants de l'or. Ils commencent à se rendre compte que le dollar étant devenu une devise universelle, ils n'auront pas assez d'or pour assumer le nouveau statut du dollar. Donc, Nixon décide de mettre fin à la fois à deux opérations fondamentales qui sont les taux de change fixes et la dépendance de la monnaie sur le dollar. Pardon, de la monnaie sur l'or. Et donc, à partir des années, et donc ça devient effectif en 1973. Il faut 2 ans, en gros, pour mettre ça en place. À partir de 1973, le monde entre dans une terra incognita totale, qu'il n'avait jamais connu précédemment, qui est, au niveau mondial, des taux de change flexibles, donc qui vont être déterminés en fait uniquement par l'offre et la demande des devises sur des marchés qui sont à l'époque embryonnaires, qui sont des marchés d'échange, et une monnaie qui n'est plus du tout gagée sur l'or, mais qui peut être imprimée ad libitum ou ad nauseam, selon mon point de vue, par les pays qui sont concernés. Ça va? Vous voyez un peu ces deux opérations. Alors, et ça met complètement fin au cycle précédent. Alors pourquoi est-ce qu'on pourra rentrer dans le détail, si vous voulez, des raisons qui ont poussé les États-Unis à entrer là-dedans, mais avant d'arriver là, je voudrais juste faire un zoom arrière et revenir sur l'enjeu énergétique, disons les 30 glorieuses, donc de ce qui s'est passé entre 45 et les années 70. Cette consommation de masse que nous, les Européens, on a découverte à ce moment-là, les Américains avaient commencé à découvrir avant, dès les années 20, les Roaring Twenties, en fait, c'est une consommation liée au pétrole, essentiellement. Donc, on pourrait dire, globalement, l'Europe et les États-Unis sont des sociétés construites sur le charbon tout au long du 19e siècle, et à partir de 1945, découvrent les délices du pétrole. Et le pétrole est une énergie beaucoup plus productive que le charbon. En particulier, si vous voulez vous déplacer, c'est quand même beaucoup plus facile de se déplacer avec une voiture qui roule au pétrole qu'avec une locomotive qui roule au charbon. Et donc, l'imaginaire de la voiture individuelle naît à ce moment-là, et n'est possible que grâce au pétrole. Donc, quand aujourd'hui, on fait des enquêtes et on demande aux Français, est-ce que vous êtes prêts à abandonner votre bagnole qui pollue, tout ça, pour prendre le train? La majorité disent non. Parce que dans ma voiture, je suis le souverain de moi-même, que sais-je. Bon. Ça, c'est le pétrole. En fait. Dans un monde sans pétrole, c'est impossible. Premièrement. Et deuxièmement, l'autre grande différence entre le pétrole et le charbon, c'est que le pétrole est très facile à transporter, alors que le charbon est très difficile à transporter. Ça coûte très cher de transporter du charbon. La conséquence de ceci, c'est que une société construite sur le pétrole est une société qui va intrinsèquement être inégalitaire. Pourquoi? Parce qu'une société construite sur le charbon, c'est un monde dans lequel les mineurs qui travaillent au fond de la mine, une fois qu'ils ont compris qu'ils peuvent faire grève et bloquer la production de charbon, ils peuvent aussi bloquer la production d'électricité, et donc plonger dans le noir une ville entière. C'est très difficile d'aller chercher du charbon ailleurs pour produire de l'électricité pour la dite ville. Donc en fait, ils ont un pouvoir de négociation qui est assez phénoménal. Évidemment, on ne découvre pas ça en 1815, comme ça, mais au fil des luttes sociales qui traversent tout le 19e siècle, au fond, on pourrait dire que la classe ouvrière européenne découvre son pouvoir de négociation grâce au charbon. Et les grandes conquêtes sociales au 19e sont impensables dans un monde qui ne soit pas un monde du charbon. Et si vous y réfléchissez, on a quand même conquis beaucoup de choses, la réduction du temps de travail, la fin du travail des enfants, le fait d'honorer un congé maternité pour les femmes, l'éducation pour tous, tout ça c'est des conquêtes du 19e, la sécurité sociale en Allemagne, qui auraient été probablement impensables sans charbon. Dans un monde de pétrole, c'est plus du tout le cas. Si vous êtes une plateforme qui fourre du pétrole en mer, offshore, vous pouvez faire grève, aucun problème, la ville ira se chercher du pétrole ailleurs, parce que c'est très facile de transporter du pétrole. Donc, vous n'avez plus du tout le même pouvoir de chantage dans un monde de pétrole que dans un monde de charbon.
Et donc, disons, dans la lutte sociale, on pourrait dire, entre, d'un côté, pour dire les choses de manière un peu caricaturale, hein, les patrons et les employés, un monde de pétrole est beaucoup plus favorable aux patrons, et un monde de charbon est beaucoup plus favorable aux employés, globalement. C'est un chercheur américain qui s'appelle Timothy Mitchell qui a trouvé ça, et je crois que c'est très éclairant, dans un livre que je vous recommande qui s'appelle La démocratie du charbon, du carbone, carbon démocratie, du carbone. Voilà. Alors, il se trouve que dans les années 45, on est dans une situation très inédite. On entre en Europe dans le monde du pétrole et du déplacement dans la voiture automobile, etc. Mais on garde les institutions politiques d'un monde du charbon, un monde très égalitaire. Et donc, on a une prospérité inouïe grâce au pétrole, mais dans un monde qui institutionnellement reste, parce que les institutions ne bougent pas en 3 ans, reste celui qu'on a construit pendant un siècle et demi de lutte sociale. Et ça n'est qu'au fond, à partir des années 70, que les institutions commencent à s'adapter à la nouvelle donne qui est celle du pétrole. Et qui est une donne beaucoup plus favorable, en gros, pour dire les choses de manière caricaturale, aux employeurs et donc beaucoup moins aux employés. Qui plus est, à partir de 1970, l'industrie américaine découvre quelque chose qui étonne beaucoup, qui est que les grands puits de pétrole qu'elle avait découverts dans les années 30 et qui ont fait la prospérité des États-Unis et de l'Europe pendant toutes les 30 glorieuses, après la Seconde Guerre mondiale, ces grands puits de pétrole atteignent ce qu'on appelle le peak oil, le pic de pétrole. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont vides, il reste du pétrole dans ces puits, mais ça veut dire qu'on a atteint le moment où il n'est plus possible d'augmenter la quantité de pétrole qu'on extrait de ces puits chaque année. Pourquoi? Parce qu'un puits, en fait, vous imaginez bien ce que c'est, hein, c'est une grande cavité sous terre de pétrole piégée dans la roche, mélangée à du gaz. Bon. Et donc, de toute façon, si vous tracez la courbe l'extraction du pétrole de ce puits, mais vous voyez bien qu'elle fait forcément ça, c'est-à-dire qu'elle converge vers zéro, à la fin, il n'y aura plus de pétrole, hein, une quantité finie de pétrole. Et donc, il y a forcément un maximum. Vous voyez, ça passe par un maximum. Ce maximum, c'est ce qu'on appelle le pic oil, le pic de pétrole. Et donc, les industries américaines découvrent à la fin des années 60, catastrophée, qu'elle atteint le pic oil de ses propres puits américains. Et donc, l'industrie américaine comprend que désormais, il va falloir aller chercher du pétrole à l'extérieur. Ce qui est tout nouveau, c'est une problématique complètement différente. Et ça a un lien avec le fait qu'il faut absolument désormais que le dollar soit une devise universelle. Et pour que le dollar soit une devise universelle, il faut casser les accords de Bretton Woods. Parce qu'il faut casser la dépendance à l'or. On n'a pas assez d'or. Ça va? Donc, la puissance américaine se vit complètement différemment en 70 de ce qu'elle vivait en 45. En fait, il ne s'agit plus du tout de réduire les inégalités pour que tous les ouvriers puissent acheter une voiture et qu'on consomme le plus de pétrole possible. Puisque dans un monde où vous avez beaucoup de pétrole, en fait, vous avez besoin que tout le monde en consomme. Et même si vous avez un jet privé et que vous volez dedans 24 heures sur 24, vous ne pouvez pas brûler plus de kérosène que ce que brûle votre jet privé. En fait, c'est pas beaucoup, compte tenu de l'extraordinaire quantité de pétrole qui était disponible en 1945. Donc, au fond, que les inégalités soient réduites parce qu'on garde les institutions du charbon pendant les 30 glorieuses, c'était pas du tout un problème pour l'industrie pétrolière américaine. À partir des années 70, c'est plus du tout le sujet, on n'est plus dans un monde de surproduction de pétrole, puisqu'on sait qu'on n'aura pas assez de pétrole sur le territoire américain, qu'il va falloir aller le chercher à l'extérieur. Donc ça change complètement la vision, la perspective géopolitique américaine. Ça veut dire que c'est plus nécessaire de réduire les inégalités. À ce moment-là, vous avez très très vite, évidemment fin des années 70, début des années 80, l'arrivée de Reagan au pouvoir avec un programme en fait de réduction de l'impôt sur les plus hauts revenus, donc qui laisse creuser de nouveau les inégalités de manière massive. Et donc, comme je le disais, il faut absolument libérer la monnaie de son ancrage dans le réel, qui est l'or, et autoriser des échanges flexibles. Alors, probablement, à mon avis, l'administration américaine et l'industrie américaine, quand elle fait ça, ne sait pas très bien quelles vont être les conséquences de cette affaire. C'est-à-dire qu'elle se dit, essayons, mais c'est pas comme s'il y avait un grand plan, une espèce de grande conspiration, évidemment non. Voilà. Mais probablement, bon, de manière assez téméraire, courageuse, elle prend cette décision. Et elle se dit, on verra bien, de toute façon, on est en position de force, c'est vrai. Donc, allons-y. Bon. La première conséquence de ceci, c'est que les taux de change flexibles donnent naissance à l'industrie financière. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où, supposez que vous êtes un industriel qui fait du commerce, par exemple, entre la France et les États-Unis, jusqu'en 1973, en gros, vous connaissez le taux de change dollar-franc. Et donc, vous pouvez
calibrez vos investissements, vous avez une idée de vos dépenses. Mais à partir de 73, vous ne connaissez pas le taux de change dollar-franc l'année prochaine. Vous n'avez aucune idée. Le dollar peut s'apprécier, le dollar peut se déprécier. Tout ça, ça dépend maintenant de l'attitude de traders sur les marchés financiers qui, si vous connaissez un peu les marchés financiers, fonctionnent de manière complètement mimétique et grégaire. C'est-à-dire, il y a des modes qui traversent les salles de marché. Et vous dites, allez, ça y est, il faut investir sur le dollar. Tout le monde investit sur le dollar. Puis, 3 jours après, il faut se désinvestir du dollar, puis investir sur le rent sud-africain. Vous voyez, bon. Et donc, ça crée une incertitude colossale qui n'existait pas précédemment. Donc, un risque de change qui pénalise énormément l'industrie et qui ouvre les portes à la création de ce qu'on appelle des actifs dérivés sur les taux de change. Donc ça, c'est une invention des banques qui vont voir les industriels qui leur disent « Chers amis, les temps sont durs, dollar franc, où est-ce que vous en êtes ?» Voilà. Mais on va vous aider. On va vous vendre des contrats d'assurance sur le taux de change dollar-franc. Donc, le contrat d'assurance, ça, je pense, ça aide à mieux comprendre. C'est-à-dire, c'est un contrat que vous allez signer avec moi, la banque, et au terme duquel je m'engage à ce que si jamais, par exemple, l'évolution du taux de change dollar-franc vous est très défavorable, je vous paye, je vous verse un dédommagement. Et puis inversement, si ça vous est au contraire très favorable, vous allez me payer, moi, un dédommagement. Moi, la banque. Et puis, la banque va inonder, en fait, l'industrie américaine et européenne, puis très vite japonaise, de ce type d'actifs financiers. Et la différence entre une banque et une compagnie d'assurance, c'est que les actifs que vend la banque à ses clients, elle peut les revendre. Et le client lui-même peut les revendre. Donc, très vite s'organise un nouveau type de marché qui était quasi inexistant précédemment, qui est les marchés financiers d'actifs dérivés, contrats d'assurance, sur les taux de change. Ça va? Et donc, vous êtes un industriel, vous achetez auprès d'une banque un contrat d'assurance qui vous assure contre le taux de change dollar-franc. Et puis, 6 mois après, c'est plus votre problématique. Votre problématique, c'est, je sais pas quoi, le franc suisse versus la rouble. Voilà. Et donc, vous revendez votre contrat d'assurance dollar-franc sur les marchés à quelqu'un d'autre que ça intéresse. Et, voilà. Et avec ça, vous créez en fait l'embryon des marchés financiers qu'on connaît aujourd'hui. Très vite, les banques comprennent que en fait, c'est hyper lucratif, qu'elles gagnent énormément d'argent grâce à ça, et qu'au fond, il n'y a aucune raison de s'arrêter en si bon chemin. Ce qu'on peut faire avec les taux de change, on peut le faire avec beaucoup d'autres choses. Alors après les taux de change, elles vont regarder ce qu'on appelle tout simplement les taux d'intérêt. Typiquement, vous avez BMW qui s'endette auprès d'un certain nombre de banques et donc qui vend en fait un titre de dette privé sur BMW contre l'argent. La banque qui prête l'argent à BMW récupère un titre de dette, titre de créance, qu'elle peut échanger sur les marchés. Et donc les banques vont aller voir les gens qui échangent ce type de titre en leur disant « Ah oui, mais attention, si la valeur du titre baisse, autrement dit, si le taux d'intérêt, par exemple, auquel BMW emprunte augmente. » C'est embêtant. Ah oui, c'est embêtant. C'est un risque. Mais heureusement, nous sommes là. On va vous vendre une compagnie d'assurance, un contrat d'assurance contre le risque de taux des obligations, de la dette. Puis il n'y a aucune raison de s'arrêter en si bon chemin. Après le risque de taux sur la dette, il y a les actions elles-mêmes. C'est très dangereux, les actions. Il vous faut les contrats d'assurance sur les actions. Donc, elles ont aussi vendu des actifs dérivés sur les actions. Et puis, à partir des années 90, alors là, ça a été l'apothéose. Les banques ont trouvé tout sujet présentant un petit peu d'incertitude comme étant l'objet potentiel, le candidat potentiel à la création d'un actif dérivé. Donc, pour vous donner un exemple, j'ai travaillé dans une banque privée à la fin des années 90 et on m'a demandé de travailler sur des actifs dérivés sur la météo. Donc, à l'époque, le sujet, c'était la station de sport d'hiver de Courchevel est très pénalisée si le manteau neigeux à Courchevel, première semaine de février 1999, est inférieur à 5 cm. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de neige, donc les Parisiens ne viendront pas skier, donc la station ne fera pas son chiffre d'affaires. Qu'à cela ne tienne, elle va acheter un contrat d'assurance auprès d'une banque qui va dire, voilà, chers amis, si le manteau neigeux est inférieur à 5 cm, on vous dédommage. Oui. Et alors, en fait, ce genre ces actifs-là n'ont jamais vraiment pris en Europe. Par contre, ils ont très bien pris aux États-Unis. Donc, il y a un vrai marché de ce qu'on appelle les weather derivatives aux États-Unis, dérivés sur le climat, qui n'a jamais vraiment décollé en France. Bon.
Mais enfin, ça vous donne une idée un petit peu de ce sur quoi les banques pleines d'imagination ont travaillé. Et puis, évidemment, et ça va vous rappeler quelque chose, elles ont eu l'idée de créer des actifs dérivés sur les crédits subprime, c'est-à-dire sur les crédits accordés par les banques, les institutions de crédit essentiellement américaines, auprès de ménages pauvres américains qui étaient très désireux de s'acheter une maison. Et donc, qui allaient voir leur banque et qui leur disaient, voilà, je gagne 3 francs 6 sous, c'est-à-dire pas grand-chose, mais avec l'argent que vous allez me prêter, je vais m'acheter cette maison. Et j'aimerais faire ça. Et le banquier dit, très bonne idée. En fait, vous êtes incapable de rembourser vos prêts, mais c'est pas grave du tout parce que votre maison va servir de collatéral, donc de garantie au prêt. Donc, je vous prête de quoi acheter votre maison, vous devenez le propriétaire de votre maison. Puis, si un jour vous n'arrivez pas à me rembourser, je saisirai votre maison. Et comme vous le savez, c'est ce qui s'est passé en 2008. C'est-à-dire que, à cause du retournement du prix du pétrole, vous savez que le prix du pétrole a commencé à moins de 20 $ le baril en 2000-2001, puis a commencé à monter jusqu'à 40-50 $ en 2007, 2006-2007. En fait, les déplacements des banlieues pauvres, par exemple autour de Cleveland, jusqu'en centre-ville, là où les familles noires américaines avaient leur boulot, commençaient à devenir très très cher. Donc c'était plus intéressant de s'installer dans ces banlieues pauvres, quitte à, même avec l'emprunt auprès du banquier. Et donc il y a eu moins de demandes pour s'installer dans ces quartiers-là, donc moins de demandes d'emprunt immobilier auprès des banques, et du coup le marché de l'immobilier, par exemple dans la banlieue pauvre de Cleveland, a commencé à stagner, alors qu'il était en plein boom depuis des années. Pourquoi est-ce qu'il était en plein boom? Parce que vous aviez plein de familles pauvres qui venaient s'installer là, et qui commutaient avec le centre-ville grâce à un pétrole qui valait rien. À partir du moment où le pétrole commençait à être cher, ça devenait beaucoup moins intéressant, donc ces familles-là essayaient de s'installer ailleurs. Or, si le prix de l'immobilier stagne, la valeur du collatéral de la maison stagne. Et c'est là que c'est devenu problématique. Vous connaissez la fin de l'histoire, hein, c'est que beaucoup de ces ménages pauvres étaient en réalité incapables de rembourser leurs dettes. Donc quand le banquier allait les voir en disant toc toc toc, il est l'heure de rembourser votre dette, l'ouvrier nord-américain disait mais je ne peux pas. Le banquier disait mais plein de mensuétudes, mais vous savez en fait votre maison s'est appréciée depuis la dernière fois que je suis venu vous voir. Son prix a augmenté. Donc je fais une bonne proposition. En fait, votre collatéral vaut encore plus cher maintenant que la dernière fois. Donc, je vais vous reprêter. En fait, vous êtes beaucoup plus riche que ce que vous pensez. Je vous reprête. Et donc, le banquier reprêtait aux ménages pauvres de quoi commencer à rembourser sa première dette. Maintenant, ça diminue pas la dette. La dette continue d'augmenter. Mais tant que les prix de l'immobilier augmentent, personne ne se rend compte de la pyramide catastrophique sur laquelle ils étaient en train de grimper. Puis, le jour où le prix de l'immobilier stagne, à cause du prix du pétrole, alors le banquier va voir le ménage pauvre à Cleveland, il dit toc toc toc, maintenant il faut me rembourser, je ne peux pas. Ah oui, mais cette fois-ci, je ne vais pas vous faire de nouveaux prêts parce que votre maison, son prix stagne, voire baisse par exemple. Et là, catastrophe, parce que le ménage ne peut pas rembourser. Et donc, c'est à ce moment-là que des centaines de milliers, voire des millions de ménages ont perdu leur maison et se sont retrouvés, pour certains, à la rue. D'autres ont dormi dans leur voiture. Et c'est à ce moment-là, pour ceux qui ont dormi dans leur voiture, je peux témoigner de ça, que un de mes collègues, j'ose pas dire amis, sur le marché financier, donc 2008-2009, vient me voir et me dit j'ai trouvé la martingale, on va gagner plein d'argent. Oui, parce que je peux vendre des actifs dérivés dont le collatéral est la voiture du ménage. Ah bon? Ben oui, parce qu'en fait, il dort dedans. Donc là, c'est du sûr de sûr. Il va être obligé de rembourser sa dette parce que sinon, il dort sur la rue. Donc là, on peut y aller. Vous voyez le cynisme dément dans lequel ceci est rentré. Donc ça vous explique la crise des subprimes. Donc on était parti en 1970, flexibilisation des taux de change, création d'une nouvelle industrie qui est l'industrie financière, de protection en fait contre un nouveau risque qui n'existait pas, qui devient très très lucratif. Donc les banques se disent continuons, on fait des actifs dérivés sur d'autres choses, les taux, les obligations, puis les actions, puis tout, le climat, tout ce que vous voulez, et donc notamment les crédits subprime des ménages pauvres américains. Et tout ça s'écroule en 2007 à cause, en grande partie, de l'augmentation du prix du pétrole. À partir des années, donc première grande transformation tellurique dans les années 70, la création en fond de la finance de marché telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui n'existait pas avant, qui était quasiment inexistante, sauf dans les années 20, mais qui avait été tuée par la crise des années 30. Deuxième grande transformation, c'est plus les États-Unis qui sont le grand pays industriel de la planète, c'est la Chine.
Donc l'exode rural chinois devient plus ou moins maîtrisé par les autorités chinoises, qui installent donc des paysans pauvres sur la côte est et qui les font travailler pour des prix des salaires de misère dans des usines géantes pour la totalité de la planète. Et la Chine accumule très vite des excédents commerciaux colossaux. Donc pour vous donner juste un chiffre, en 2007-2008, c'est entre 2000 et 3000 milliards de dollars d'excédent commercial, ce qui est davantage que le PIB français. C'est-à-dire chaque année, la Chine accumule en réserve d'excédent commercial plus que le PIB français. Alors que la France, c'est la 5e économie du monde à l'époque. Alors qu'est-ce qu'elle fait de cet argent? Et c'est là que ça devient très intéressant pour les Occidentaux. Mais elle le replace chez nous, dans la sphère financière, qui bourgeonne depuis les années 70 et qui est en pleine explosion dans les années 90. Au moment où la Chine arrive sur le devant de la scène comme grande usine du monde, les marchés financiers sont déjà dans l'apothéose des années 90, et la Chine se dit, on va remettre l'argent que je gagne à vendre mes produits aux Occidentaux en Occident. D'abord, ça va rapporter un peu de sous, et ensuite, ça permet aussi de tenir les Américains. Pourquoi? Parce que elle investit une grande partie de cet argent en dette publique américaine. Les Américains, qui s'endettent énormément, qui en fait sont surendettés depuis des années, s'endettent à crédit grâce à la Chine. Et probablement, politiquement, la Chine se dit, c'est pas idiot, parce que comme ça, on tient les Américains. Vous voyez, par la barbichette. Et donc, en fait, c'est un nouveau circuit. Alors, le circuit des 1945, rappelez-vous, c'était les États-Unis produisent, prêtent aux Européens, les Européens consomment les produits américains, et l'argent revient aux États-Unis. À partir des années 90, en fait, c'est un autre circuit. C'est la Chine qui produit pour les Occidentaux. Pas occidentaux, je veux dire à la fois Japon, Europe et États-Unis. Et l'argent que nous dépensons à acheter les produits chinois revient chez nous dans la sphère financière. Donc, il y a une petite minorité d'occidentaux qui est doublement gagnante. C'est celle qui bénéficie de la rente financière. Puisque elle achète des produits, je ne les ai pas ici, mais voilà, des gadgets chinois. Et puis elle récupère son propre argent grâce aux bénéfices qu'elle fait dans la sphère financière. Ça va? Vous voyez un peu le nouveau circuit? Alors, dans ce nouveau circuit, il y a des transformations également très importantes du point de vue, on pourrait dire, idéologique, que pour ma part, j'appellerais plutôt du post-libéralisme et pas du néolibéralisme, comme on a l'habitude de faire. À mon avis, du point de vue économique, ce qui se passe à ce moment-là, c'est la naissance d'une obsession nouvelle qui est l'accumulation du capital, mais pas du capital physique, au sens où aurait pu l'entendre Marx, par exemple, vous savez, dans le manifeste du Parti communiste, 1848, accumuler, c'est la loi des prophètes, mais du capital comptable. C'est-à-dire d'un capital complètement immatériel qui est celui que vous voyez dans le bilan comptable d'une entreprise. Donc vous êtes le propriétaire d'une entreprise, et plutôt que d'aller regarder comment prospère votre entreprise, qu'est-ce qu'elle produit, combien elle a d'ouvriers, est-ce qu'ils sont heureux, vous regardez le bilan comptable de l'entreprise et vous dites « Ah, mon capital augmente, ça va bien ». Et une fois que vous êtes convaincu que la réalité du monde se ramène à un bilan comptable, là, vous espérez juste une chose, c'est que le capital augmente et vous finissez par vous être complètement indifférent à la manière dont ce capital va augmenter. Alors, la première conséquence de ceci, c'est au fond la destruction de l'industrie. Pour une raison simple, c'est que si vous exigez, alors par exemple, vous êtes un fonds commun de placement, ce qui est le cas aujourd'hui. Imaginez BlackRock, par exemple, le plus gros fonds commun de placement du monde. Vous achetez des actions d'une entreprise, donc vous entrez au capital d'une entreprise. Vous exigez que l'entreprise produise du 10% de rendement sur action par an, quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Et si elle ne le fait pas, ou si elle fait mine de ne pas vouloir le faire, vous faites la bronca dans l'actionnariat de l'entreprise et vous virez le PDG. C'est ce qui est arrivé à Isabelle Kocher, brillante PDG de Engie, qui s'est fait débarquer par son actionnariat parce qu'elle refusait de donner du 10% par an. Isabelle disant, à mon avis, très juste titre, écoutez, il n'y a pas de croissance dans l'économie, d'où voulez-vous que je tire ces 10%? Bonsoir. Voilà. Et donc, vous exigez du 10% par an. Et en fait, sur votre comptabilité à vous, ou sur le bilan comptable de l'entreprise dont vous êtes actionnaire, vous voyez pas le problème. Voilà. Les entreprises qui arrivent bien à produire du 10%, moi je veux du 10%, ça augmente mon capital. Éventuellement, vous vous racontez des tas d'histoires pour justifier ça. Si vous êtes un fonds de pension américain, vous dites, ah oui, mais il faut quand même que je paye les retraites de mes retraités, etc.
On pourrait interroger, est-ce que les dits retraités ont absolument besoin de gagner autant, d'avoir un tel financement de la retraite? C'est un vrai sujet quand même. Mais voilà, en fait, vous ne voyez plus que l'entreprise va être obligée de détruire son business pour vous produire les 10% que vous exigez chaque année. Pourquoi? Parce que si elle fait de l'investissement de long terme, ça ne va pas lui rapporter 10% tout de suite, c'est impossible. Surtout dans les économies qui n'ont plus de croissance, ou 2%, 3% de croissance. Donc elle ne fait plus ses investissements à long terme, parce que ça coûte de l'argent. Donc elle s'aborde en fait son propre modèle d'affaires. Et quelquefois même, ça arrive aujourd'hui, vous avez des grosses entreprises qui s'endettent de la main droite pour payer de la main gauche des dividendes à leurs actionnaires. Alors si vous avez fait un tout petit peu de comptabilité, vous voyez que c'est le monde à l'envers, ça n'a aucun sens. Puisque tout ça ne sert plus la création de valeur par l'entreprise, mais juste le versement de dividendes auprès des actionnaires, qui n'est même plus sanctionné par les profits d'entreprise. Il suffit, c'est possible que l'entreprise fasse des pertes, elle s'endette en plus pour financer les dividendes qu'elle verse à ses actionnaires. Évidemment, vous imaginez bien qu'une telle entreprise ne va pas survivre longtemps, elle fera faillite très vite. Mais le fonds commun de placement s'en fiche complètement. Il se retire de l'entreprise juste avant, et puis il va investir son argent ailleurs. Entre-temps, il a gagné du 10% par an, tant que l'entreprise pouvait le faire. Oui. Autre exemple de destruction de l'industrie par cette logique purement comptable, les activités d'un certain nombre de fonds de ce qu'on appelle le private equity. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fonds? C'est des fonds qui, a priori, ça c'est une belle activité, achètent des entreprises, les restructurent pour les rendre plus efficaces et les revendent sur le marché de l'entreprise, le marché des actions. Alors, comment est-ce que ça se passe concrètement? Vous êtes un fonds de private equity, et admettons que vous avez 10 de capital. Vous empruntez 90 à une banque, vous avez 100, vous achetez une entreprise qui va plus ou moins bien, éventuellement vous financez tel ou tel journaliste pour faire un article dans les Échos pour dire ah, cette entreprise va très mal. Vous la rachetez, vous la restructurez, pas de charge, donc vous virez le PDG, vous changez complètement le conseil d'administration, le directoire, etc. Pourquoi? Vous virez un quart des salariés, voilà, il faut être plus efficace. Et puis 2 ans après, vous revendez l'entreprise 200. Vous l'avez acheté 100, vous la revendez 200, c'est vraiment des ordres de grandeur raisonnables. Vous remboursez votre banque, vous lui donnez 90. Vous lui mettez, admettons, encore 10, c'est cher, 10 de taux d'intérêt à la banque. Il vous reste 100. Donc vous avez démarré il y a 2 ans avec 10 de capital, et 2 ans après, vous avez 100. Vous avez fait x10. C'est énorme, colossal. Et vous voyez bien qu'il n'y a aucune industrie réelle qui peut produire ça. Aucune. Même en Chine. Mais simplement, financièrement, vous pouvez. Donc ça s'appelle des opérations à effet de levier. Le levier étant le fait qu'avec un tout petit appareil minuscule qui est les 10 de capital, vous arrivez à soulever des montagnes parce que vous avez quoi? La possibilité de vous endetter auprès d'une banque un peu complaisante qui vous laisse faire ce type d'opération. Alors, a priori, on pourrait se dire tel quel le mécanisme n'est pas malsain, c'est-à-dire si vraiment ça permet de restructurer les entreprises en difficulté, c'est pas... Vous voyez, c'est comme un couteau. Avec un couteau, vous pouvez à la fois mettre du beurre sur votre tartine et tuer votre belle-mère. Vous pouvez faire les deux avec un couteau. Donc le couteau tel quel, intrinsèquement, n'est pas mauvais. C'est l'usage qu'on en fait qui est discutable. Mais le fait est que très souvent, en fait, la restructuration d'entreprise n'est pas très sérieuse, de mon point de vue. Et puis aussi, lorsque ça se passe mal, c'est-à-dire lorsqu'au fond, le fonds de private equity ne peut pas revendre l'entreprise, même restructurée, admettons plus de 100, parce qu'il l'a acheté 100. Il faut au minimum qu'il la revende 100. Voire en fait 100 plus le taux d'intérêt pour la banque. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il a le droit, en fait, il va mettre sa propre dette, les 90 de dette, au bilan de l'entreprise. Et il va dire, non, c'est mal, vous gérez votre entreprise n'importe comment, vous avez des dettes colossales, vous vivez au-dessus de vos moyens. Peut-être que l'entreprise va faire faillite, du coup, puisqu'elle a des telles dettes tout d'un coup, qui lui tombent du ciel. Ah ben, c'est pas grave, lui, il n'est pas responsable de ça. Donc, l'entreprise fait faillite, il s'en est débarrassé, et il n'a plus de dette. Donc, bon, il récupère sa mise initiale, il dit, voilà, tu bats, la vie est vraiment dure. Vous voyez? Donc ça, c'est ce qui s'est passé en 2008. Donc, c'est les épisodes qui ont vraiment eu lieu, quoi. Donc, vous voyez bien que ça détruit l'industrie. Et puis, troisième biais par lequel vous pouvez détruire l'industrie, à cause de cette logique purement comptable, vous exigez la délocalisation. Donc, vous êtes par exemple un fonds commun de placement européen, vous montez au capital d'une entreprise, et puis vous dites, mais il y a des Chinois quand même qui travaillent pour beaucoup, beaucoup moins cher. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour vous délocaliser?
Et là, on fait une telle pression sur le management de l'entreprise qu'elle finit par se délocaliser. Et effectivement, ça coûte beaucoup moins cher d'aller faire travailler des Chinois. Pourquoi? Parce que le pétrole ne coûte rien à ce moment-là. Toute cette globalisation marchande, où vous avez le même produit qui fait 3 fois le tour de la Terre avant de revenir en France, par exemple, n'est possible que parce que le pétrole ne coûte à peu près rien. Donc ça n'est possible que dans un monde du pétrole. Pour faire ce que je disais au tout début, dans un monde du charbon, rien de tout cela n'aurait eu lieu. Rien. C'était impossible. Mais dans un monde de pétrole, c'est possible. Tant que le pétrole ne coûte pas cher. Voilà, donc tant qu'il y a des puits extrêmement abondants. Alors, du coup, c'est pour ça qu'on a vu beaucoup de multinationales quitter l'Europe et les États-Unis et s'investir en Chine. Au passage, je tords le cou à une idée qui est très répandue aujourd'hui, qui est, c'est grâce à ça qu'on a eu des produits pas chers. C'est pas complètement vrai. C'est-à-dire que la réduction du coût salarial, grâce au fait qu'on a fait travailler des pauvres Chinois pour pas cher, n'a pas été entièrement reportée dans le prix de consommation des produits importés de Chine. Entre les deux, il y a des intermédiaires qui ont fait des marges colossales. Donc c'est vrai que le pouvoir d'achat, par exemple, du ménage français n'a pas été rogné, mais c'est pas vrai qu'il a explosé grâce à la sueur des travailleurs chinois. Bon. Toujours est-il que, vous voyez, ça c'est une troisième composante de destruction des tissus industriels, puisque on se délocalise à l'étranger. Et en France, par exemple, l'industrie, depuis des années maintenant, c'est 12% du PIB. En Italie aussi, en Angleterre aussi, aux États-Unis aussi. En Allemagne, en revanche, il n'y a pas eu ce phénomène-là. L'Allemagne, c'est encore supérieur à 20% aujourd'hui. Voilà, ça va, vous voyez un peu toujours avec cette logique comptable, où vous vous dites, mais au fond, je serai d'autant plus heureux que mon capital comptable sera élevé. Vous pouvez détruire la planète, alors que ça ne se voit pas dans votre comptabilité. Donc ça, c'est un énorme enjeu qui est que la comptabilité telle qu'on l'a construite est complètement aveugle aux dévastations écologiques. Vous avez sûrement entendu parler de cette question, la rédaction aujourd'hui d'une comptabilité verte. Vous avez par exemple Alexandre Rambaud, qui travaille là-dessus, à Dauphine, avec Jacques Richard. Et vous avez la Banque mondiale dans les années 90 qui a fait une proposition. Bon, de mon point de vue, c'est pas complètement atterri cette affaire-là, mais ça montre qu'on avance petit à petit sur l'idée qu'on puisse avoir un capital écologique et une dette écologique. Et donc, si une entreprise, au fond, fait des profits, mais au prix de dévastation écologique, en réalité, elle est en faillite. Parce que tôt ou tard, on va devoir payer pour elle le prix de la dévastation écologique. Donc, en fait, c'est à elle de le payer. Mais si elle devait payer ce prix-là, elle serait en faillite. Voilà. Donc, il y a une espèce de vérité comptable qu'on doit faire apparaître dans la compta, mais qu'on ne voit pas aujourd'hui. En tout cas, qu'on n'a pas vu pendant des années. Et donc, dévastation écologique, c'est rendu possible, c'est favorisé, à mon avis, par cet esprit, d'accumulation de capital comptable. Et puis, on pourrait en dire autant de la destruction du lien social, de l'explosion des inégalités. L'explosion des inégalités détruit le lien social. Pour donner un exemple, en France, pour être un tout petit peu concret sur la situation française, la société française aujourd'hui, d'un certain point de vue, est stratifiée en 3 tiers. Le tiers, on pourrait dire, supérieur, sans jugement, hein, le tiers médian, et puis le tiers sans jugement, du bas de la pyramide. Qu'est-ce qui les distingue? C'est que le tiers supérieur sont ceux qui ont la chance de pouvoir faire des études supérieures. Donc ils ont un bac généraliste, pour la plupart, et ils vont faire des études supérieures. Le tiers du milieu sont ceux qui ont un bac technique ou pro, et qui en tout cas ne vont pas ensuite, même s'il y en a quelques-uns, ça existe, mais la majorité d'entre eux ne vont pas faire d'études supérieures. Et puis le dernier, entre guillemets, sans jugement, tiers, sont ceux qui n'ont pas le bac. D'abord, première découverte, il y a encore un tiers d'une classe d'âge en France qui n'a pas le bac. Alors que tous les membres du tiers supérieur pensent qu'ils sont 80% de la population. Faites l'expérience autour de vous. Vous aurez dû faire le test avec vous d'ailleurs. Combien pensez-vous qu'une classe d'âge en France a le bac? Bon, je suis sûr que vous faites tous partie du tiers éduqué supérieur et probablement peut-être un certain nombre d'entre vous pensent que c'est 80%. C'est pas du tout 80%. Bon. Et donc, alors le point c'est que le tiers dit éduqué supérieur, au fond, c'est une minorité de masse. Puisqu'il y a 2 générations, c'était pas 30%, c'était 10% les gens qui faisaient des études supérieures. Et quand Sartre dit il ne faut pas désespérer Billancourt, il a conscience du fait que l'intellectuel éclairé qu'il est supposé être fait partie d'une toute petite minorité. Et que le dimanche midi à table, il faut quand même qu'il discute avec le cousin Albert et la cousine Gertrude qui n'ont pas fait d'études. Donc il y a quand même une communication sociale entre les 10% de gens qui font des études supérieures et le reste du corps social. Quand vous êtes un tiers, c'est plus impératif, parce que vous pouvez vivre dans l'endogamie sociale complète.
Autrement dit, vous vous mariez, vous venez du tiers supérieur éduqué, vous vous mariez avec quelqu'un qui vient du tiers supérieur éduqué, vos enfants font des études supérieures, etc. Et vous ne rencontrez plus personne qui ne fasse pas d'études supérieures. Donc le dimanche midi, après la messe, il n'y a plus la cousine Gertrude et le cousin Albert qui vous rappellent qu'il existe des Français qui ne font pas d'études supérieures. Vous ne les rencontrez plus. Donc vous finissez par vous persuader que 80% des Français font des études supérieures et vous ne comprenez plus pourquoi, en 2005, au référendum, ils votent contre le traité constitutionnel européen. Alors que vous, évidemment, pour vous, c'est une évidence, il faut voter oui. La majorité des membres du tiers éduqué supérieur ont voté oui. Parce que pour eux, l'aventure européenne, c'est une success story. C'est une bonne affaire. Vous êtes quand même essentiellement les bénéficiaires de cette affaire-là. Mais les deux autres tiers qui sont en fond de cale, pour eux, c'est pas du tout une bonne affaire. Donc eux, ils votent contre. Et comme vous ne leur parlez plus, vous ne comprenez pas. Et essayez de vous rappeler des débats qu'on a eus, certains d'entre vous étaient très jeunes, mais les débats qui ont eu lieu en 2005 entre les partisans du oui et les partisans du non. Les partisans du oui parlaient aux partisans du non, non pas en leur disant « bon, vous avez le droit de penser que c'est non et on va échanger vos arguments ». C'était « ah, vous voulez voter non ». C'est-à-dire que vous n'avez pas tout compris. Je vais vous expliquer. Rappelez-vous, c'était ça, avec une certaine condescendance quand même, de la part des partisans du oui. Moi, je suis partisan du oui, donc je suis dans le sens de l'histoire et j'accepte les grands vents de la compétition internationale et de l'aventure européenne. Mais vous, je comprends, je vais vous expliquer. C'est quand même, même dans votre intérêt, en fait, bien compris, vous devriez voter oui. C'est ça, les discussions. Bon. De la même manière, les Gilets jaunes, c'est un peu pareil. Si vous regardez un peu la manière dont la presse française a couvert la question des Gilets jaunes, c'était quand même la grande peur des CSP+, de centres urbains, qui se disent, voilà, mais c'est une nouvelle jacquerie, comme on n'a plus vu depuis des années, des siècles, ça recommence, on est au Moyen-Âge, mais qui sont ces vieux qui viennent chez nous casser nos magasins, quoi. Quand même, il y a un peu de ça. Bon. En tout cas, je peux témoigner que j'étais un jour, un dimanche midi à table, un samedi midi, pardon, donc je crois que c'était le fameux samedi 4, le 4e samedi de décembre 2018, si vous en souvenez. Et nous sommes à table, et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a la table qui se lève et qui dit « Là, il y en a un !» Alors, on va tous voir à la fenêtre, qu'est-ce qui se passe, et on voit un monsieur, un éboueur, avec un gilet jaune, qui fait son boulot. Quoi. Et en fait, il avait cru que c'était un gilet jaune. Mais, vous voyez, il se lève, il dit « Là, il y en a un !» C'est incroyable, comme réaction. C'est-à-dire qu'il est plus, c'est pas un des nôtres, c'est un étranger. Quoi. C'est ça que ça veut dire. Donc vous avez une partie des CSP+, de centre-ville, qui ont perçu les gilets jaunes comme des étrangers. Ça, à mon avis, c'est le résultat d'un phénomène de plaque tectonique sociale de long terme, hein, ça se fait pas en 3 jours, d'ignorance très très profonde par le tiers éduqué supérieur de ce que vivent les deux autres tiers des Français. Bon, à mon sens. Donc ça n'est rendu possible aussi que parce qu'il y a des inégalités de salaire colossales, de revenus colossales. Si vous regardez par exemple les échelles de salaire dans une banque comme BNP Paribas, c'est de 1 à 1000. Hein, puisque le PDG gagne au moins 1 million par mois. Et donc, la dame de ménage qui vient à 6 heures du matin passer l'aspirateur dans les bureaux du PDG, tous les jours, et qui arrive, qui fait 1h30 de RER avant, hein, donc qui part à 4h30, qui prend le premier RER à 5h pour faire ça, elle gagne au mieux 1000. Elle gagne le SMIC. Et le patron, lui, il gagne 1 million. Il fait au moins 12 millions dans l'année. Voilà, donc c'est de 1 à 1000. Donc c'est quand même des explosions d'inégalités colossales. Voilà. Et je me souviens aussi d'une discussion avec des journalistes. La catégorie journaliste n'est pas les plus favorisés de notre société, mais enfin voilà. Les journalistes parisiens avec qui on discutait, et puis il y a une journaliste qui me dit ah, mais avec 10 000, je ne peux pas vivre à Paris, moi, c'est pas possible, 10 000 par mois, c'est pas possible. Voilà. Sauf que le revenu moyen en France, c'est 2500, et le revenu médian est inférieur à 2000. D'accord ? Donc il y a la moitié des Français qui gagnent moins de 2000 par an. Par mois, pardon, par mois. Voilà. Bon, et donc vous voyez, alors, qu'est-ce qui facilite ça ? De mon point de vue, c'est la conséquence de cette idéologie d'accumulation du capital comptable, qui est la privatisation du monde. C'est-à-dire l'idée qu'on peut tout marchandiser, et que tout a vocation à devenir une marchandise privée qu'on va pouvoir acheter et vendre sur un marché. Parce que ça fait gonfler le capital comptable. Alors, vous avez la problématique de la marchandisation de la nature, c'est très clair. Et j'ai des camarades économistes qui disent, en fait, il faut mettre un prix au tigre du Bengale.
Et si ça vaut le coup, on sauvera le tigre du Bengale de l'extinction, mais si c'est trop cher, il n'y a aucune raison. Et vous voyez bien qu'une fois que vous avez dit ça pour le tigre du Bengale, vous allez dire ça pour les êtres humains, c'est évident. Il n'y a aucune différence, en fait. Donc, il y a quelqu'un comme Jean Tirole, qui est un économiste français honorable, il a eu le prix Nobel, quelqu'un de très sérieux, qui est venu à l'Académie des sciences morales et politiques à Paris, expliquer aux académiciens, chers amis, c'est normal que votre vie ait un prix. Parce qu'il y a un marché du contrat d'assurance vie. Et donc, dans le contrat d'assurance vie, implicitement, le prix de votre vie est inscrit. Et d'ailleurs, on peut spéculer sur des actifs dérivés sur le contrat d'assurance vie. Donc, parce que les banques ont vu les contrats d'assurance vie, ils disent, bah, c'est comme les taux de change, c'est comme les crédits subprime, c'est comme la météo, on peut faire des dérivés là-dessus. Donc, on fait des dérivés sur le contrat d'assurance vie. Donc, il y a des traders entre Manhattan et la City qui spéculent là-dessus et qui font varier le prix de votre vie sur les marchés. Et vous avez un économiste qui vient expliquer que tout ça est normal. Voilà. Donc là, oui, une fois que vous êtes embarqué là-dedans, la question éthique a disparu, la vie humaine n'a plus de valeur. Bon. Donc ça, c'est l'aboutissement d'une dérive qui remonte très très haut, qui est l'idée que tout peut être transformé en marchandise. Et à mon avis, cette idée, elle est sinon, enfin, c'est pas forcément l'origine, mais en tout cas, elle est très très favorisée par l'illusion d'optique que donne le capital comptable. Parce que si vous ne regardez que ça, dans votre petit monde et votre petite bulle, vous ne voyez pas les dévastations écologiques, sociales, humaines que ça provoque. Vous ne vous en rendez pas compte du tout. Et je peux vous dire, bon, à une moindre échelle, les traders qui travaillent dans les salles de marché ne se rendent absolument pas compte des conséquences écologiques et sociales de ce qu'ils font. Donc, vous leur expliquez, mais tu sais, quand tu spécules sur des actifs dérivés sur le prix du riz, tu peux potentiellement affamer des millions de personnes en Inde. En fait, le brave gars n'en sait rien du tout. Ou bien c'est tellement abstrait pour lui qu'il dit, bon, tu crois, peut-être, oui, enfin bon, je l'ai jamais vu. Ah oui, c'est pas parce qu'il l'a pas vu que ça se fait pas. Oui. Donc là, vous voyez, c'est ça, il y a une déréalisation du monde qui est rendue possible par la quantification, et en particulier, à mon avis, par un certain rapport strictement comptable au monde. Bon. Voilà. Alors, derrière ça, et donc là, il est temps de m'arrêter, je vais m'arrêter en 5 minutes. Ce qui est en jeu derrière ceci, à mon avis, c'est quelque chose de très profond dans notre rapport aux lumières, à l'œuvre clairement, vous pourrez dire. Donc, de mon point de vue, les lumières ont engagé quelque chose de tout à fait original, qui n'existait vraiment pas précédemment, et qu'on devrait pouvoir résumer en 3 grands piliers. Le premier, c'est le fait qu'on est quand même, alors on l'a fait en France, mais on l'avait fait en Angleterre bien avant, on a coupé la tête du roi, le 21 janvier 1793, et ce que ça signifie, c'est qu'on a sorti du trône, et donc du lieu du pouvoir, le corps du roi. Or, vous savez peut-être que, au moins depuis le XVIe siècle, le corps du roi, c'est le lieu qui représente l'unité du royaume. Vous connaissez cette théologie du double corps du roi, ça c'est Ernst Kantorowicz. Le roi est mort, vive le roi. Donc, dans le corps du roi, il y a le corps de la nation qui est présent. Et le corps de la nation ne meurt jamais, évidemment. Donc, une fois que le roi physique est mort, en fait, on dit immédiatement vive le nouveau, parce que le corps de la nation qui était représenté par l'ancien ne peut pas mourir. Donc, vous coupez la tête du roi, vous arrêtez cette fiction-là. Et vous consentez au fait que le trône reste vide. Autrement dit, que le lieu du pouvoir est vide. Et ça, c'est l'ouverture à la démocratie. Parce que si le lieu du pouvoir est vide, ça veut dire qu'il va falloir qu'on discute entre nous des figures institutionnelles qu'on va donner au pouvoir. Alors, les Belges vont faire une monarchie constitutionnelle, puis les Français vont faire une république, et puis voilà. Mais vous voyez, peu importe finalement le détail de l'institution qui vient signifier au sujet, aux citoyens, ce qui fait le lien entre eux, l'unité du pays, mais toujours dit-il que c'est rendu possible par la délibération démocratique, grosso modo. Je n'ignore pas que les femmes ont été exclues de ces délibérations jusqu'à une date très récente, 1945 en France, et en Suisse, 1974. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a une visée démocratique qui est rendue possible à partir du moment où vous éjectez le corps du roi du lieu du pouvoir. Ça va ? Donc l'opération française, à mon avis, est fondamentale du point de vue politique. Aujourd'hui, on pourrait se demander si la manière dont nous organisons nos sociétés ne revient pas à replacer les marchés financiers sur la place du trône, à la place du roi. Parce que si vous y pensez, les attributs qu'on donne aux marchés financiers sont exactement les attributs de Dieu dans la théologie classique. Ils sont supposés être omnipotents, ils peuvent tout faire.
Ils sont omniscients, ils savent tout. N'essayez pas de cacher quelque chose au marché. Ils le sauront tôt ou tard. Et ils sont bienveillants quand même. Mais ils sont bienveillants, sauf que de temps en temps, ils se mettent en colère, comme le dieu Moloch. Donc il faut leur sacrifier un peu quelques jeunes, vous voyez, pour apaiser le dieu méchant, le grognon. Voilà. Mais alors je dis ça sur le ton de la plaisanterie, un peu pour qu'on rigole un peu, mais je peux vous dire, par exemple, je suis intervenu il y a 1 an et demi, je vais pas dire où, parce que, voilà, dans un endroit, et il y a quelqu'un qui intervient juste après moi, qui est un professeur de philosophie suisse à Zurich, qui connaît à peu près rien à l'économie et au marché financier. Et alors il m'interpelle et il dit, Monsieur Giraud, je suis pas du tout d'accord avec vous, heureusement que l'Italie est contrainte d'emprunter sur les marchés financiers. Comme ça, les marchés financiers peuvent imposer une saine discipline budgétaire à l'Italie. Voilà. En fait, il dit ça, il répète la vulgate qu'il entend tous les matins à la radio, et avec l'autorité d'un professeur de philosophie suisse, quand même, c'est pas n'importe qui. Ouais. Donc c'est terrible. Donc en fait, on demande au marché financier de dire à un État ce qu'il a à faire avec son argent. Donc il s'est substitué en fait à la délibération démocratique. C'est pas les Italiens qui doivent décider de ce que l'Italie doit faire, ce sont les marchés financiers qui vont dicter à l'Italie la politique publique qu'elle doit mettre en œuvre. Oui. Donc quand on dit ça, avec cette espèce d'assurance naïve, en fait on a mis les marchés financiers à la place du roi. C'est ça, c'est comme ça. Première grande opération, donc des Lumières, désacraliser le lieu du pouvoir. Alors ça a comme conséquence, par exemple, aussi la séparation de l'Église et de l'État. C'est évident. Si vous dites c'est plus le roi, c'est plus une théocratie parce qu'il n'est pas moins par Dieu, alors vous séparez l'Église et l'État. L'Église n'a plus rien à dire sur le fondement du pouvoir. Deuxième grande opération, le droit. Donc ça, c'est par exemple la Déclaration des droits de l'homme. Et plus généralement, l'état de droit, le fait qu'il y ait une constitution et un droit qui s'applique, qui est appliqué par qui? Par l'État. Aujourd'hui, on pourrait se demander, alors évidemment, dans l'idée des Aufklärers au XVIIIe siècle, Montesquieu et les autres, c'est une protection pour le citoyen. On protège contre la tyrannie. Et aux États-Unis, par exemple, c'est très fort. Il y a une telle défiance vis-à-vis de l'État fédéral qui s'enracine en fait dans la défiance vis-à-vis du colon anglais que le droit est quand même là pour protéger le citoyen. Aujourd'hui, on peut s'interroger. Si vous regardez un peu ce qui se passe maintenant avec Dupond-Moretti et la levée de bouclier des magistrats français qui reprochent à leur propre garde des Sceaux de torpiller la justice en France, c'est pas complètement clair que on honore vraiment l'état de droit en France et que l'État n'est pas que le droit, pardon, n'est pas lui-même assujetti à une logique qui est celle de la défense des intérêts d'une petite minorité, plutôt que celle qui devrait être la sienne de défense des intérêts de tous. Oui. Donc, d'une certaine manière, il y a une subversion du droit aujourd'hui, me semble-t-il. Ça, c'est la deuxième caractérisation, à mon avis, du post-libéralisme. La première, c'est on installe les marchés financiers à la place de Dieu. Et la deuxième, c'est on assujettit le droit à une logique économique qui elle-même, in fine, revient à la maximisation du capital comptable. Oui. Et puis, troisième grande opération de la Aufklärung, à l'époque, c'est la propriété privée érigée en droit sacré et inviolable. Ce qui est une vraie nouveauté. Hein. Alors, bon, les rédacteurs de la déclaration s'inspirent évidemment de John Locke, grand penseur anglais du XVIIe, qui est le premier, peut-être qu'il y en a eu d'autres avant, mais en tout cas, de ceux que je connais, l'un des premiers, en tout cas, à dire de droit naturel, la propriété privée est un droit sacré et inviolable. Ce que, par exemple, l'Église, de son côté, n'a jamais dit. Vous ne trouvez pas ça chez saint Thomas, vous ne trouvez pas ça. Même dans ce qu'on appelle la seconde scolastique, Suarez, Molina, Victoria, tous ces gens-là n'ont jamais osé écrire que la propriété privée était de droit naturel, sacré et inviolable. La propriété privée, dans la grande tradition de l'Église, c'est une espèce de concession à la nature humaine, finie, défaillante. Bon. Quand vous n'êtes pas capable de vous ordonner, vous organiser entre vous pour partager les biens, parce que le fondement fondamental, c'est les biens communs, eh bien, on concède un peu de propriété privée pour mettre fin aux guerres intestines des copropriétés immobilières, par exemple. Ces gens, dans leurs immeubles, ils passent leur temps à se taper dessus, dans la copropriété. Donc, on va mettre fin à leur partage des biens et puis autoriser un peu de propriété privée. C'est ça la disposition de l'Église jusqu'au XVIIe. Et John Locke, et puis Hobbes aussi à sa manière, bon, disent non, la propriété privée, c'est en fait le fondement du lien social. Et donc, les Aufklärers du XVIIIe reprennent ça et donnent un statut à la propriété privée qui, du coup, n'est plus le statut chrétien. Oui, c'est aussi une rupture très très forte, qu'on peut regretter ou pas, peu importe, mais c'est comme ça, historiquement. Alors, vous voyez, de mon point de vue, il y a trois piliers.
la désacralisation du pouvoir et donc l'ouverture à la démocratie, le droit comme instance universelle de protection du citoyen et la propriété privée, qui vient donner un peu de chair aux deux autres et garantir une certaine prospérité pour que l'ensemble du projet de l'utopie, disons, des Lumières ait du sens pour les gens. Donc le post-libéralisme qu'on vit aujourd'hui, depuis les années 70, à mon avis, casse ces trois piliers. Le premier, je l'ai dit, avec l'idolâtrie en fait quasi religieuse des marchés financiers. Le second, avec l'assujettissement et la subversion du droit. Et le troisième, avec en fait la destruction de la propriété privée, parce que les fonds communs de placement, dont j'ai parlé tout à l'heure, quand ils montent au capital d'une entreprise et qui demandent 10% de rendement sur action, indépendamment de ce que vit l'entreprise, en fait, ils détruisent ceux dont ils sont les propriétaires. Ils cassent. Pourquoi? Parce que dans la compréhension classique de la propriété privée, vous avez l'usus, le droit d'usage, l'abusus, le droit de détruire, et fructus, le droit de récupérer les fruits de ce que vous possédez. Les fonds communs de placement ne pratiquent jamais l'usus. Ils n'entrent jamais dans la logique de l'entreprise, de ce qu'elle vit vraiment. Ils ne sont pas des usagers de l'entreprise, ils ne connaissent pas l'entreprise. Ils n'ont jamais mis les pieds, ils n'ont aucune idée de ce que vivent les salariés de l'entreprise, etc. Donc ils sont uniquement dans le fructus, on veut les 10% par an, et éventuellement la bouzoule, c'est-à-dire qu'on se dégage du capital si vraiment l'entreprise va faire faillite. Oui. Donc en fait, ça, c'est un démantèlement de la propriété privée. Parce qu'au fond, de mon point de vue, dans l'esprit des outclaireurs, la propriété privée, elle donne aussi une responsabilité, qui est de faire usage du bien dont on est propriétaire. D'une certaine manière, les fonds communs de placement sont déresponsabilisés de ce qui faisait la responsabilité d'un propriétaire privé au XVIIIe. Et puis autre aspect, et je vais m'arrêter là bientôt, autre aspect de cette destruction de la propriété privée qui pourrait sembler paradoxal, parce qu'on s'imagine volontiers que les néolibéraux, ceux qu'on croit être des néolibéraux, encensent la propriété privée, mais en réalité ils la cassent. L'autre aspect, c'est ce qu'on appelle la titrisation, du côté des banques. La titrisation, c'est quelque chose qui s'est inventé dans les années 90, qui consiste pour une banque, enfin, disons, ça s'initie dans les années 80, puis ça se systématise dans les années 90. C'est la possibilité pour une banque, lorsqu'elle vous accorde, imaginez que j'accorde une banque, j'accorde un prêt à Ariane. Je détiens une créance sur Ariane. Je vais revendre cette créance à ma voisine, en la revendant comme un actif financier, un titre. Donc j'ai titrisé la créance que je détenais sur Ariane. Ma voisine va pouvoir la vendre à son voisin, etc. Et donc ça va devenir un actif financier qu'on va pouvoir échanger sur les marchés. Ça s'appelle la titrisation. La conséquence de cette possibilité-là, c'est que si je suis une banque et que je vais prêter à Ariane, je vais pas du tout regarder si Ariane est solvable. Pourquoi? Parce que je n'ai rien à faire, en fait. Je vais revendre immédiatement la créance et qu'Ariane soit solvable ou non, c'est plus mon sujet. Je ne porte pas le risque de non-solvabilité d'Ariane sur mon bilan. Tout ce que je vais demander, vérifier, c'est qu'il y a bien une victime quelque part qui va consentir à acheter mon titre. Et moi, je vais prendre une marge, évidemment, et j'aurai gagné des sous comme ça, très vite. Alors, pour être sûr que ma cliente ne va pas m'interroger sur la solvabilité d'Ariane, je vais glisser la dette, la créance que je détiens sur Ariane, dans un beau millefeuille qu'on appelle des CDO, les Collateralized Debt Obligations, où il y a de la très bonne dette, la dette BMW, ça c'est sûr, comme le lever du soleil. Et puis il y a la dette, pas Ariane, Ariane est hyper solvable, mais la dette, je sais pas, des pauvres des Cleveland, puis je vais la mettre au fond. Alors celle-là, elle est dangereuse, parce que la probabilité qu'ils ne remboursent pas est élevée, mais le taux d'intérêt est énorme, donc ça rapporte. Donc je vais dire à mon client, regardez, il y a du sur-dessus, il y a du BMW, puis je vous ai mis un peu de piment. Vous voyez, c'est quand même, parce que la vie, quand même, sans piment, c'est pas drôle. Donc c'est un peu dangereux, mais bon, au total, vous ne risquez rien, évidemment. Et donc je revends ça. Et donc c'est ces CDO-là qui ont explosé en 2007. Et donc, là où je veux en venir, c'est que, vous voyez, cette attitude des banques qui consiste à titriser, les déresponsabilise vis-à-vis de ce dont elles sont propriétaires, qui est un titre de créance qu'elles détiennent sur un acteur économique. Donc, c'est ça qui est fondamental. C'est que ces inventions financières déresponsabilisent le propriétaire. Voilà. Donc, à mon avis, le post-libéralisme, et c'est pour ça que j'appelle ça post-libéralisme, a largué complètement les amarres du projet libéral, de l'utopie libérale du XVIIIe. C'est pas du tout les héritiers des libéraux, ces gens-là. C'est des gens qui sabordent le projet libéral, fondamentalement. Et puis, face à la dévastation écologique, du coup, à mon sens, la grande utopie que nous devrions vouloir mettre en œuvre ensemble, le grand projet politique, c'est, au fond, donner une deuxième vie aux Lumières, en débarrassant de nouveau le lieu du pouvoir des idolâtries qui l'encombrent aujourd'hui, à savoir les marchés financiers, par exemple, en redonnant au droit sa fonction, protection du citoyen,
qui suppose de ne pas avoir quelqu'un comme Dupond-Moretti, par exemple, comme garde des Sceaux, condition sine qua non, et en substituant à la propriété privée les communs, comme rapport au monde chargé de donner de la chair à ce projet politique. Les communs, c'est quelque chose qui n'est pas à la place de la propriété privée, mais qui en plus, qui existe depuis le droit romain. C'est les Romains qui ont inventé et la propriété privée et les choses communes, la res communis, les communs. Et d'ailleurs, à l'époque, dans le droit romain, par exemple dans le Codex de Justinien, vous avez une pyramide hiérarchisée des biens, des propriétés. Tout en haut, vous avez la res communis, la chose commune, c'est la chose la plus noble qui existe. Et tout en bas de la pyramide, vous avez la res privata, c'est le truc vraiment pas bien, quoi. Enfin bon, un peu recommandable, c'est la propriété privée pour les Romains. Bon, donc la question des communs, là, on pourra en reparler ensemble, je ne vais pas en parler, mais il y a une très très longue histoire des communs, les communaux, les sentiers communaux, par exemple, à la campagne. Et aujourd'hui, on pourrait dire un revival des communs qui est magnifique, notamment sur Internet. Wikipédia est un magnifique commun, vous voyez. Avec, évidemment, ce risque toujours présent, cette menace de reprivatisation ex post, subrepticement, de toute l'intelligence collective qui a été mise en place, par exemple, dans Wikipédia. Oui. Voilà. Donc ça trace une utopie alternative à la destruction du monde à laquelle procède le post-libéralisme, qui a rompu les amarres avec ce dont il se prétend l'héritier qui est le libéralisme du XVIIIe, et, disons, l'invention d'un nouveau contrat social construit sur ces trois piliers que j'ai décrits. Voilà, je vais m'arrêter là pour la question. À vous la parole.